Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour le co-animer avec Brigitte Rayet le symposium Gilead de la THS 2023. Donc, toute l'équipe vous propose cette année des expériences innovantes à différentes échelles pour le dépistage et la prise en soin des hépatites virales chez les patients en situation de vulnérabilité. Donc, je vous présente déjà ma co-animatrice, co-modératrice Brigitte Rayet, donc docteur Brigitte Rayet, qui est directrice médecin, directrice du XAPA-CARUD du CEID, donc c'est la locale de l'étape. Donc merci Brigitte de nous accueillir dans ta région. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Frédéric. Donc, nous co-animons avec Frédéric ce symposium Gilead sur hépatite et précarité, innovant pour prendre en soin les patients en situation de vulnérabilité. C'est un vrai enjeu. Alors, je ne suis pas vraiment locale, je suis bordelaise et je ne suis pas la seule locale de l'étape, puisqu'il y a aussi Juliette avec nous. Donc, merci à Gilead et à tous les organisateurs de la THS de nous permettre de faire ce symposium. Donc, nous avons trois invités, le docteur Alice Deschenaux, Hakim Bouchikra et Juliette Fouché, qui vont intervenir chacun à leur tour. Nous allons commencer donc par donner la parole à Alice Deschenaux, qui est médecin psychiatre, qui est directrice d'Anxapa et d'autres structures certainement sur Villejuif. Donc Alice, on te donne la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir été sollicitée par Gilead pour participer à ce symposium et puis vous parler des démarches qu'on a eues au XAPA Liberté. Bon, je vous ai mis mes liens avec l'industrie. Bon, c'est un symposium, hein, c'est un peu vu. Voilà. Alors, commencer juste puisqu'on va parler de ce qu'on a fait sur place, expliciter 2-3 petits points. Le XAPA Liberté, c'est un XAPA hospitalier qui est rattaché à un établissement public de santé qui est psychiatrique. C'est le groupement hospitalier Paul Guiraud, en banlieue sud de Paris, qui est multisite et qui a un long historique sur la prise en charge d'usagers de drogue et des programmes méthadone il y a 30 ans en arrière. On a fêté l'anniversaire en octobre. Et on est devenu généraliste, mais on a une file active importante d'usagers. Alors, on est parti, on peut pas dire qu'on était très en avance et très pointu sur l'hépatite C. Je voulais vous donner ces petits éléments de contexte. En fait, jusqu'en 2019, on accédait parfois à des TROD qu'on récupérait soit avec l'industrie pharma, soit à l'occasion d'interventions d'autres associations ou dispositifs chez nous, notamment de Gaïa par exemple. Et donc on ne peut pas dire qu'on avançait beaucoup pour ces 1200 à 1400 usagers selon les années sur le dépistage et le traitement. Et donc, on s'est un petit peu secoué, et à différents niveaux, puisque c'était quand même pas que nous, on va dire. Ça faisait des années qu'on demandait des budgets à l'ARS chaque année pour s'équiper nous-mêmes en TROD ou en outils de dépistage ou questionner la présence d'un fibroscan chez nous, et qu'on n'avait rien. Et donc, un dialogue de gestion. C'est vrai que, comme on avait un peu fait le point sur nos projets en cours, on en avait un que je vais vous présenter juste après, qui était sur comment mettre en place le parcours simplifié au sein du XAPA. Et je leur ai dit que moi j'étais extrêmement embêtée de dire que nous on faisait ces démarches-là, qu'il y avait l'objectif 2030 d'éradication de l'hépatite C, mais que sur une structure comme la nôtre où il devait bien y avoir un réservoir forcément, on était à un niveau zéro pour moi du dépistage et du diagnostic, et que je ne vois pas comment sans leur soutien on aurait pu avancer. Donc je pensais un peu avoir poussé mon coup de gueule comme on le fait tous parfois, comme on a envie de le faire. Sauf que là j'ai eu la surprise d'avoir des CNR supplémentaires cette année-là qui ont permis qu'on puisse acheter. Donc nous on a fait le choix des buvards parce qu'on trouvait intéressant. On est sur une structure, on n'a pas beaucoup d'activités mobiles hors les murs, on est beaucoup du coup dans nos différents sites avec des infirmiers, des médecins, et ça nous permettait dans une file active qui pour un certain nombre savent très bien qu'ils ont déjà une sérologie positive, de pouvoir aller au diagnostic directement et surtout de couvrir les hépatites B et C et le VIH.
même donc si c'était effectivement plus cher, ça nous a permis enfin, on a plutôt pris cette option et on l'a fait en plus en partenariat avec le centre hépatobiliaire de Paul Brousse et en particulier l'équipe de virologie du professeur Anne-Marie Roch-Afonso qui nous a beaucoup accompagnés depuis toutes ces années pour nous aider à améliorer nos compétences en diagnostic, en dépistage et du coup en prise en charge ensuite. Bien sûr qu'on faisait aussi des ordonnances de dépistage en ville, mais je ne sais pas pour ceux qui sont en XAPA, moi j'ai quand même pas beaucoup de retours sur ces ordonnances et clairement on a vraiment beaucoup augmenté. Je vous avoue qu'on n'a pas fait de suivi, enfin on a suivi un peu en interne de la quantité de buvards qu'on fait, mais on n'a pas la cascade de soins en interne, donc malheureusement je ne saurais pas vous la présenter, mais c'était déjà un début. Donc ça en 2019 on a le budget, on se lance. Ensuite, en parallèle, le fameux projet dont j'avais parlé à l'ARS, c'était de travailler sur donc, la mise en œuvre du parcours simplifié, en collaboration donc, pour avoir des hépatologues référents, parce qu'on n'a pas du tout, nous, de vacation d'hépatologues dans le XAPA. Et bien donc, on s'est tourné vers nos collègues de Paul Brousse, qu'on connaît depuis longtemps. Et grâce au soutien de Gilead, on a créé en fait un module dans une application qui s'appelle PandaLab Pro. Je vais vous en montrer quelques slides, quelques screenshots pour que vous puissiez visualiser. Et on a fait un travail pour définir d'abord le contenu dans cette appli qu'on voulait faire pour un parcours hépatite C pour un usager, alors du XAPA, mais c'était avec d'autres XAPA du territoire. Hein, le but étant que le centre hépatobiliaire soit le référent pour les hépatologues, la virologie et les XAPA du territoire qui pouvaient du coup s'inscrire et puis inscrire leurs usagers. Donc c'était de définir donc ce contenu, sachant qu'on parle PandaLab, c'est une application sécurisée données de santé, donc qui est labellisée pour ça et qui a donc ses serveurs plus particulièrement sécurisés, comme on l'a tous normalement dans nos institutions en santé maintenant. Et c'est aussi un outil de messagerie partagée au départ et qui permet le développement d'autres contenus comme celui-là. Et donc la fameuse fiche patient qu'on a traitée, je vous en ai mis là le résumé avec tous les items à compléter. Donc bien sûr, on demande le consentement de la personne pour pouvoir l'inscrire sur cette plateforme, puisque les données sont nominatives et partagées directement avec le centre hépatobiliaire et avec le service de virologie. Et donc il faut le consentement de la personne, bien sûr. Donc on a cet item-là. Et puis on va pouvoir créer les référents dans les équipes qui vont vraiment être les référents de cet usager pour sa prise en charge hépatite C. Et on va pouvoir inscrire tous les éléments qu'on a eus au fur et à mesure sur le dépistage, la virémie, les conduites addictives actuelles, les prises de risques, les traitements en cours, les pathologies en cours, les comorbidités, la fibrose, l'échographie hépatique, les bilans pré-traitement et quelles décisions on a pris finalement, ce qui nous permet ensuite d'aller vers ce petit point qui est démarrer le parcours, où là, si on est en parcours simplifié, on va pouvoir choisir notre option thérapeutique et éditer les ordonnances. On a un système d'édition de documents automatique, puisque moi, en tant que médecin, si je me connecte, si j'ouvre un document, on a les modèles pour les échographies, les modèles pour les demandes d'évaluation de la fibrose, les modèles d'ordonnance des traitements, des bilans pré-traitements, et donc ça m'édite l'ordonnance tout de suite avec mon RPPS, le nom de l'usager, j'ai plus qu'à imprimer, et c'est tout prêt. Pour vous montrer un exemple d'un de ces items, sur la partie traitement, par exemple, on va inscrire les médicaments prescrits, un petit focus sur l'automédication pour ne pas oublier les compléments alimentaires. On a mis le lien directement vers le helpdrugsinteractions.org pour pouvoir faire un petit check des autres traitements, voir s'il y a des interactions à risque. Noter les pathologies, en dessous il y a VIH, VHC, etc. Et c'est aussi évidemment pour repérer tous les items qui normalement nous feraient aller vers un parcours spécialisé et pas simplifié. Un autre exemple sur la fibrose, vous voyez, on a du fibroscan à la Prescore en passant par le fibrotest, Fibromètre, FIB4, pardon, et à chaque fois on a le seuil référentiel pour aussi tout de suite savoir si on est dans la zone parcours simplifié, parcours spécialisé. Et donc effectivement c'est vers une prise en charge spécialisée, pas hospitalière, c'est une petite coquille. La décision finale, vous la voyez ici, voilà le médecin référent, je peux mettre la date de ma décision, laquelle j'ai mis. Et je peux aussi me permettre de dire, je n'ai pas forcément tout à fait tous les critères comme il faut, mais je souhaite aller vers le parcours simplifié. Je peux me permettre de dire pourquoi je prends cette décision si j'ai informé les pathologues. Et j'ai mon petit mémo sur la fiche mémo de l'HAS. Voilà. La suite, le parcours... je vous l'ai dit, je pensais je passe, il ne fallait pas trop laisser les traitements, je crois, vous avez les deux options, donc ensuite, on choisit avec l'usager, moi je prends toujours les deux, on choisit ensemble, et puis je lui édite son ordonnance, et ensuite on a un système qui est très sympa avec cette appli, puisqu'on va avoir un système de rappel
sur les dates clés, pour la réponse virale, à 12 semaines, à 1 an. Et donc, on a des pop-up et des notifications. Moi, je l'ai sur mon téléphone et donc j'ai la notification qui me fait un rappel que pour tel patient, je dois penser à lui faire doser à nouveau sa virémie pour voir s'il est toujours négatif. Donc, on a lancé cet usage de l'application. Donc, les infirmiers sont dessus, les médecins... et donc on avait ça, on avait donc enfin aussi des buvards. Et le FibroScan, c'était quelque chose pour lequel on avait sollicité l'ARS plusieurs fois. Mais finalement, en mettant en avant ce travail qu'on avait fait au sein du XAPA, c'est quelque chose qui a aussi un peu diffusé dans l'établissement de santé où on se trouve. Il se trouve qu'on est dans le même pôle que la médecine somatique, qui est quand même assez sensibilisée clairement à ce qu'il y ait un bon dépistage de tout patient qui entre en psychiatrie sur le VIH, le VHC. Et avec qui on avait déjà pas mal parlé de ce qu'on faisait aussi pour ces parcours-là. Et ce qui fait quand finalement, au niveau des budgets attribués chaque année en milieu hospitalier, pour le coup, sur les équipements des unités de soins, on s'est retrouvé sur ces années où on a un peu eu d'argent en post-Covid, en période Covid, je ne sais pas si vous avez connu ça, et donc avoir un budget. Et là, ça a été, ce n'est même pas moi qui ai demandé, on nous a proposé du coup si on ne voulait pas nous acheter ce fameux FibroScan, donc évidemment, vous imaginez la bonne surprise pour nous. Et donc on a depuis 2022 ce FibroScan avec nous, mobile évidemment, déjà on est un XAPA multisite et ensuite il peut servir aussi sur l'établissement. Et donc on est une équipe épanouie à l'image de Charlotte qui est sur cette photo. Voilà, donc en mot de conclusion, bon voilà, on n'estime pas être modèle parce qu'on a senti qu'on est parti très tard sur le sujet, mais bon du coup le message c'est voilà, c'est jamais trop tard, donc il faut pas hésiter à y aller. Et même pour une psychiatre, puisque du coup je suis psychiatre, donc on peut largement faire des parcours simplifiés, même en étant psychiatre de formation. Que je trouve que c'est des exemples qui montrent que, après tout, voilà, un coup de gueule, ça peut avoir du bon, communiquer sur ce qu'on fait, ça peut avoir du bon, parce que finalement, là où on a l'impression qu'on est un peu seul, et à un moment donné, il se débloque un espace, un endroit où, ça y est, on a accès à quelque chose. Et donc, chercher les partenariats, les soutiens, voir ce qui se fait ailleurs, ça reste, je pense, un des meilleurs moyens pour trouver qu'est-ce qui, chez nous, peut nous aider à avancer pour être plus efficient, plus pertinent sur la prise en charge. Toujours un petit mot, parce que j'en ai pas parlé là, parce que c'était plutôt l'objet de la prise en charge, mais évidemment la RDR qui reste le combat aussi en arrière-plan et à ne pas oublier, qui est l'autre pan de la lutte contre l'hépatite C, qui est essentiel avec aussi tout le travail quand on prend en charge les personnes de prévenir les infections et les réinfections. Et je dirais pour conclure que ce serait dommage de ne pas mettre de l'énergie dans tout ça, puisque là, c'est un plaisir de donner les résultats de la réponse virale soutenue, qui est quand même très souvent positive, et de profiter de ce sourire des usagers qu'on débarrasse du virus. Voilà. Merci beaucoup Alice. On vous propose de garder les questions pour une petite table ronde après l'ensemble des interventions. En attendant, j'ai le plaisir d'introduire Hakim Bouchkira, qui est infirmier innovant en santé. Il va nous expliquer toutes ces innovations à l'équipe mobile hépatite du service expert de lutte contre les hépatites virales de Perpignan. Vas-y Hakim. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Merci pour me donner la parole et de représenter l'équipe. La diapo, je vais attendre avec le topo, ça serait mieux. Diapo suivante. On peut avoir le diapo, s'il vous plaît? Oui, ok, parfait. Voilà, donc je vais juste souligner que je fais partie du centre hospitalier de Perpignan, donc je fais partie de l'équipe mobile hépatite. On est rattaché au service de gastro-hépato. Vous avez toute l'équipe présente sur cette photo, une équipe pluridisciplinaire, et l'assistante sociale, les 3 infirmiers, la secrétaire, le médiateur en santé et les pathologues, notre médecin responsable des actions stratégiques, le docteur André-Jean Rémy. Aujourd'hui, ils sont actuellement d'ailleurs au cœur de nos actions du Aller Vert, et une petite pensée pour eux, et je vais vous présenter justement ces actions. Mes conflits, mes liens d'intérêt.
Donc cette diapositive, elle illustre très bien, elle est très synthétique, et elle illustre l'équipe mobile hépatite. Donc elle a été créée en 2013, rapidement, donc c'est un bassin de 850 000 habitants, sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service expert le service expert de lutte contre les hépatites virales le plus au sud de l'Hexagone. Donc nous avons à nos côtés des partenaires qui sont engagés dans la lutte contre les hépatites virales. Alors différents secteurs associatifs, les services extra-hospitaliers, les structures médico-sociales, les CARUD, les XAPA, énormément de structures aussi hospitaliers spécialisées, le secteur de la psychiatrie, et tout ça pour cibler un maximum les populations les plus à risque d'hépatite virale. Ça fait 10 ans déjà, 2013, ça fait 10 ans que ce qui nous guide, en fait, c'est la simplification du parcours de soins. C'est le aller vers, mais c'est aussi et surtout la sécurité et la qualité des parcours de soins de nos patients. Alors, on a depuis ces 10 ans des outils, le FibroScan avec le protocole local, de coopération nationale entre les pathologues et les infirmiers. On a la charge virale en 58 minutes, le CEFED, dans le cadre avec un partenariat avec la biologiste qui valide chaque examen. On a des TROD, on a la possibilité de prêter des téléphones à nos patients, et ça fait aussi déjà 9 ans qu'on sillonne les routes de nos départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avec une unité mobile pour aller dépister les patients. En une phrase, c'est plus de 1000 patients guéris, 91% de guérison. Alors, je devais parler d'expériences innovantes d'aller vers. C'est vrai que j'ai eu du mal à choisir parce que j'avais envie de vous parler de pas mal de choses. J'avais envie de vous parler de notre road trip fil vert auprès des populations les plus éloignées dans les territoires où on part 15 jours. On avait fait un focus aussi sur les saisonniers qui travaillaient dans les stations de ski dans les Pyrénées-Orientales. J'avais envie aussi de vous parler de la visite à domicile. C'est notre assistante sociale qui a été formée au TROD et qui dépiste. Donc elle est venue en appui d'une structure, d'une association qui fait de l'accompagnement à l'intention des femmes de la communauté gitane dans un quartier, le quartier Saint-Jacques. Et donc on vient là rajouter un accompagnement vers des messages de prévention, vers du dépistage. Donc 2 assistantes sociales, super projet avec des chiffres très intéressants sur la capacité à dépister les femmes. On a aussi l'IETP, c'est en fait un atelier interactif, numérique, et qui va... Alors ça a lieu dans les structures associatives, et ça vient favoriser la nécessité chez l'usager de vouloir se faire dépister. La semaine en santé sexuelle aussi, avec un focus sur les maraudes, mais il a fallu faire les choix, et je vais vous parler du protocole local de coopération. Donc en fait, c'est la possibilité pour les infirmiers de l'équipe mobile hépatite de prescrire le traitement des agents antiviraux directs. Donc voilà le titre du protocole, c'est la réalisation infirmière de consultations pré-thérapeutiques. En fait, c'est la pose de l'indication. Et c'est aussi la prescription du traitement, des examens biologiques et du suivi clinique et biologique des patients porteurs d'hépatite C, dans le cadre, par contre, du parcours simplifié de la Haute Autorité de Santé. Et l'un va pas sans l'autre aussi, ces patients, il faut aussi aller les chercher. Vous savez, il y a peu de symptômes, et je vais vous parler de la maraude. Donc sur cette diapo, je vous ai fait un petit extrait de l'algorithme en fait du parcours patient dans ce protocole. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on avance pas à pas. Les infirmiers dans ce protocole n'interprètent pas. Il y a toujours un résultat attendu. C'est soit oui, soit non. Et si c'est non, on va orienter aussi vers le spécialiste. Mais donc ça a été rédigé, ça y est. Donc on avait la version 1 qui faisait 16 pages, 16 annexes, et ça a été discuté, retravaillé aussi avec
l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, la version 2 fait 83 pages et 29 annexes. C'est toutes les dérogations qui sont citées, c'est le titre du protocole, je ne vais pas les répéter. Les prérequis pour ce protocole de délégation de la prescription, c'est des infirmiers ayant au moins 3 années d'expérience au sein d'un service expert de lutte contre les hépatites virales ou équipe mobile et hépatite. Les chiffres. Donc, ça s'était arrêté en juillet 2023. 65 patients qui ont été pris en charge par la RCP de notre service expert pour l'hépatite C, bien sûr. 68% d'hommes, âge moyen 48 ans. Il y avait sur ces 65 patients, 31 patients qui ont été traités selon le protocole. Ils réunissaient tous les critères d'inclusion. 34 patients du coup traités hors protocole, donc les raisons, c'est les critères d'exclusion finalement ou de non-inclusion. Ça peut être la fibrose sévère pour en citer un, je ne vais pas tous citer les critères d'exclusion, mais donc, et il y avait aussi le protocole, on voulait le démarrer plus tôt, mais il y a 5 patients qui pouvaient rentrer dans le cadre du protocole, mais on n'était pas encore dans la mise en œuvre de ce protocole. Alors il y a des avantages, c'est un protocole qui est simple à mettre en place, qui est applicable immédiatement, qui dégage du temps aux médecins. Moi je ne vois pas d'inconvénient, ça valorise notre travail d'infirmier et c'est un vrai succès pour la mise en place plus rapide du traitement. C'est à mes yeux l'aboutissement du parcours simplifié. L'objectif, c'est ce qui m'a été dit par l'Agence régionale de la santé, c'est un protocole national, que ce protocole local devienne un protocole national en 2024 applicable par le maximum d'équipes. Et donc je vous disais, l'un va pas sans l'autre, parce qu'une fois qu'on a ça, c'est vrai qu'il faut aller aller vers, il faut aller chercher les patients, il faut être hyper proactif. Là-dessus, je voulais vous parler de la maraude. Donc comment elle a démarré la maraude, parce que je vous rappelle que nous sommes un centre hospitalier. En novembre 2019, en fait, on met en place une session de dépistage au cœur d'un quartier populaire. On sait qu'il y a des problématiques d'usage de drogue, on se dit qu'il y a peut-être des problématiques aussi infectieuses, d'hépatite, etc., d'hépatite virale. Et donc, c'est comme ça qu'on a toujours construit notre aller vers, c'était adossé à des structures. Donc, on fait partenariat avec un contrat local santé, c'était la mairie, et puis on dépiste, donc les gens, il faut qu'ils viennent dans cette permanence. Et il y a une personne qu'on dépiste qui nous dit « Oui, mais moi j'ai mon papa qui est à 50 mètres et qui ne peut pas se déplacer en fait. Il est en mobilité réduite et comment on fait ?» Et donc oui, c'est vrai que dans ces permanences, il y a des gens qui viennent et des gens qui ne viennent pas. Et donc on y est allé à domicile. On est un peu sorti de ce local. Et puis on a commencé à aller à la rencontre des personnes qui étaient de ce quartier, de population du quartier, donc faire 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres, 50 mètres, et on observe, et on est très bien accepté. Il y a une identification commune des besoins, il y a énormément de problématiques d'usage de drogue, et donc les maraudes s'installent, et c'est actuellement un de nos modes d'action principal. Donc on sort du local et on va vers les personnes qui sont en dehors du soin. Donc c'est pratiquement 4 après-midi par semaine, sans s'appuyer forcément sur une structure. Les chiffres, c'est du jamais vu à l'équipe mobile hépatite. Pourtant, on avait des statistiques importantes. Je me souviens, il y a quelques années, on était sur 20% de sérologie positive, ce qu'on trouvait extrêmement extrême et importante. Si on regarde en 2023 les maraudes, c'est 49 dépistages, donc c'est du travail assez difficile, ça prend du temps, on ne peut pas en faire non plus énormément, ça prend du temps, c'est un public qui est très très loin du soin, et sur 49 dépistages, on a 35% de sérologie VHC positive. Alors vous allez me dire, oui, mais les sérologies VHC positives aujourd'hui, eh bien, si on regarde les charges virales positives, on est à 22% des patients qu'on rencontre qui ont un ARNC détecté. Pour terminer, ce que je veux dire sur cette conclusion, c'est que le protocole local, prescrire le traitement des AAD, c'est possible pour les infirmiers. En tout cas, il y en a 3 aujourd'hui qui le font. J'espère qu'on pourra très vite dupliquer ce protocole. C'est un succès. C'est l'aboutissement du parcours simplifié. C'était le chaînon manquant. Et pour la maraude, c'est super efficace.
C'est le aller vers dans le aller vers, et c'est finalement aller hors des murs de l'hôpital pour repérer des situations qui sont hors du soin. Et moi, j'invite tous ceux qui font des maraudes à faire des trodes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Hakim, pour ces 2 exemples dans lesquels vous êtes beaucoup investi et dont on peut voir les résultats qui sont très positifs. Et je suis émue en donnant la parole à Juliette Fouché, avec qui on travaille depuis 2006 dans un duo XAPA et Centre Expert Hépatite sur Bordeaux. Donc Juliette va nous parler d'un sujet, je pense, difficile, femmes et hépatite virale. Merci Brigitte. Alors merci d'abord au laboratoire Gilead et puis à THS de m'avoir invité à parler sur un sujet qui est somme toute pas très banal, c'est femmes et hépatite virale. Alors au début on a pu se poser la question de se dire franchement est-ce que c'est un vrai sujet? Ça ne devrait pas. Et au final, on va voir dans ce topo que, en définitive, il y a quand même des particularités, des choses qui sont positives et beaucoup qui sont négatives, et on va voir comment on va peut-être pouvoir influer là-dessus. Mais il y a d'intérêt. Alors, avant de parler d'hépatite virale, il va peut-être falloir resituer un tout petit peu le sujet, et là, je reprends ma casquette d'hépatologue. Donc, les hépatites virales, c'est quoi? Des virus. Le Covid est passé par là et donc on a eu maintenant, c'est beaucoup plus facile pour nous d'expliquer à un patient ce que c'est qu'un virus. Vous savez, un virus, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN, on fait une PCR et ça, ce sont des mots qui leur parlent. Et donc l'hépatite virale, ça va de A à E. A, B, C, D, E. Jusque-là, tout est simple. On avait trouvé il y a quelque temps l'hépatite G, mais on s'était rendu compte qu'en définitive, l'hépatite G, ce n'était pas un virus qui touchait le foie, donc on l'a laissé tomber. Donc on s'arrête à E. Alors, on peut les classer un petit peu en fonction de leur mode de contamination, comme ça c'est un peu plus facile de comprendre. On a l'hépatite A et l'hépatite E, ce sont des transmissions par l'alimentation ou bien orofécale. Alors là, ces hépatites, c'est assez facile. On attrape une hépatite et en gros, on en guérit quasiment à 100%. Donc ça, c'est simple. C'est pour ça qu'elles sont assez peu diagnostiquées et qu'on en entend assez peu parler, sauf pour la E, on verra tout à l'heure pour la femme et grossesse. Après, il y a l'hépatite B et qu'on va conjuguer avec l'hépatite D. Pourquoi est-ce qu'on met ces 2 hépatites ensemble? D'abord, elles ont le même mode de contamination. C'est une transmission sanguine et sexuelle. L'hépatite B et l'hépatite D sont des infections sexuellement transmissibles. Et on ne peut pas avoir d'hépatite delta sans avoir d'hépatite B. Donc, le delta va toujours avec le B, ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Et avec ces hépatites, qui sont des transmissions sexuelles et sanguines, on a des traitements, parce que là, il y a beaucoup de formes chroniques. Et ces traitements, ce ne sont pas, comme dans l'hépatite C, des guérisons. Ce sont des traitements très efficaces, mais qui vont simplement bloquer le virus. Mais après tout, si le virus est bloqué, la maladie est stoppée, et quelque part, c'est déjà une très bonne chose. Enfin, il y a l'hépatite C, maintenant la plus célèbre des hépatites, grâce aux nouveaux traitements. C'est la maladie chronique dont on guérit, ça c'était quand même une grande nouveauté. Donc l'hépatite C, une transmission que par voie sanguine, il n'y a de transmission sexuelle que s'il y a des rapports traumatiques ou des rapports sanguins. Un traitement particulièrement efficace, 8 ou bien 12 semaines de traitement, 1 à 3 comprimés par jour et 98% de guérison. Nous sommes, en tant que médecins et pathologues, excessivement heureux d'avoir participé au développement de ces molécules parce que je pense qu'il y a très peu de spécialités qui ont ce genre de pathologie où on guérit aussi bien et aussi facilement pour les patients. Alors, une fois qu'on voit ça, est-ce qu'on est vraiment tous égaux devant la maladie, devant les hépatites ? Alors, on va même partir des généralités. Est-ce qu'on est vraiment tous égaux devant la maladie en général ? Ben non, absolument pas. On n'est pas égaux. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'âge à laquelle on peut attraper une maladie, alors en fonction de notre patrimoine génétique, en fonction de notre environnement, eh bien la maladie va être différente pour chacun. Donc non, nous ne sommes pas égaux. Est-ce qu'il y a des inégalités hommes-femmes ? Dans la population générale, oui, et également dans les populations particulières, et on va le voir plus précisément. Alors, si on parle de la population générale, la différence homme-femme pour les hépatites, ça va toucher plusieurs périodes. D'abord, une période qui est quand même assez spécifique aux femmes, c'est la grossesse.
La grossesse, est-ce qu'il y a des anomalies au niveau de la grossesse par rapport aux hépatites virales? Ben oui, parce qu'on sait que les hépatites virales, ça va diminuer la fertilité des femmes. On sait qu'il y a un risque de transmission de la mère à l'enfant. Alors là, en fonction des hépatites, ça va être très différent. La transmission se fait toujours au moment de l'accouchement. Il n'y a pas de transmission pendant la grossesse. Et alors, cette transmission, elle va être très très faible quand on parle d'hépatite C, 5%. Donc ça veut dire que 95% des femmes ne vont pas transmettre le virus à leur bébé, ce qui est quand même une très bonne nouvelle et il faut être rassurant par rapport à ça. En revanche, ce n'est pas tout à fait le même topo avec l'hépatite B. Une mère qui est porteuse du virus de l'hépatite B a 80% de risque de transmettre le virus à son bébé le jour de la naissance. Heureusement, maintenant, par rapport à l'hépatite B, il y a un dépistage qui, en France, est obligatoire lors de la grossesse, pendant le premier trimestre maintenant, en même temps que le reste des autres virus. Et il y a une parade contre l'hépatite B, puisque le jour de la naissance, dans les premières heures, en salle d'accouchement, le bébé va recevoir ce qu'on appelle une sérovaccination, c'est-à-dire à la fois des anticorps protecteurs pour le protéger immédiatement, ainsi que la première injection de vaccin pour pouvoir être protégé ensuite. Donc le risque de transmission, quand le protocole est bien fait, est réduit à 0. Enfin, petite particularité de l'hépatite E. Donc je vous ai dit, l'hépatite E, c'est pas grave. En effet, c'est pas grave, sauf pour les femmes enceintes. Et en effet, il y a quelques années, il y a eu une alerte des autorités de santé concernant l'hépatite E, un petit peu comme la listeria. Eh bien, il faut, pour les femmes enceintes, éviter de manger des viandes mal cuites, et notamment tout ce qui est gibier. Pourquoi? Parce que l'hépatite E chez la femme enceinte, c'est quelque chose de grave. Il peut y avoir un risque de mort fétale in utero, et il y a des risques de retard de croissance. Donc oui, l'hépatite E, c'est grave pour les femmes enceintes. Alors, en définitive, il faudrait en parler le plus tôt possible aux femmes et pas forcément attendre qu'une femme vienne consulter avec une grossesse pour pouvoir en discuter. Il faut en parler au moment de la contraception. Pour la contraception, il faut bien sûr une contraception efficace si on est au moment d'un traitement de l'hépatite C. On est dans des molécules qui sont utilisées pendant 8 ou 12 semaines. Faire un bébé pendant 8 ou 12 semaines, on peut peut-être éviter, et le faire un petit peu après, ça ne décale pas quand même le désir de grossesse de manière très très importante. Donc contraception pendant la durée du traitement. En revanche, il faut aussi rassurer, c'est-à-dire s'il y a une grossesse alors qu'il y a une hépatite B et une hépatite C, il faut savoir aussi être rassurant. D'accord, il y a un risque, il est faible par rapport à l'hépatite C et par rapport à l'hépatite B. Avec la sérovaccination bien faite du bébé, il n'y aura pas de problème de transmission. Enfin, la question par rapport à l'hépatite C, c'est par rapport à la guérison. S'il y a un désir de grossesse, le plus simple, c'est peut-être de traiter et de guérir l'hépatite C avant d'envisager une grossesse. Pour ce qui est des médicaments, pour l'hépatite B, on a un médicament qui est totalement utilisable chez la femme enceinte, qui permettra à la fois la grossesse et qui permettra également l'allaitement, ce qui est particulièrement important dans les populations précaires. On en vient justement à ces populations précaires. Alors, femmes et précarité, est-ce que c'est une réalité? C'est plus qu'une réalité, puisque c'est même, les femmes sont quand même un petit peu plus précaires que les hommes. En effet, si on regarde les chiffres, il y a, dans le chiffre des gens précaires, ça va toucher 53% des femmes. Elles sont 57% des femmes à être bénéficiaires du RSA. Et on voit que 85% des chefs de famille, ce sont des femmes. 70% des travailleurs pauvres, ce sont des femmes, et 82% des emplois à temps partiel, ce sont des femmes. Donc, quelque part, ce sont quand même des chiffres qui font peur. Alors, est-ce que cette précarité a une influence au niveau de la santé? Oui, ça paraît évident, parce que ces conséquences, elles sont importantes, et par plusieurs biais. D'abord, un manque de moyens financiers. Il est évident que se dire que sans aucun moyen on peut soigner, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il faut parfois avancer les soins, il y a des restes à charge, donc le fait d'avoir moins de moyens, ça vous handicape par rapport à la santé. Ces femmes, elles ont des conditions de travail qui sont beaucoup plus précaires.
elles vont avoir des horaires fractionnés. Elles vont travailler 3 heures le matin, puis après 3 heures l'après-midi avec des grandes pauses. Mais aller prendre des rendez-vous à gauche et à droite quand on a ces horaires fractionnés qui sont si difficiles, eh bien, c'est beaucoup moins simple. Enfin, elles vont s'occuper de leurs enfants, elles vont s'occuper du ménage, elles vont s'occuper du ménage de leurs conjoints, de leur maison, et eh bien, elles vont passer après tout ça. Et la santé, ça va passer après tout ça. Et elles ne vont même pas se rendre compte qu'en définitive, ça passe après et qu'elles n'ont pas le temps ni l'esprit à s'en occuper. Donc ça, c'est la généralité, mais alors en plus, des fois, ça va être encore pire parce que dans les situations de précarité, on sait qu'on est plus exposé à des problèmes de violence familiale ou des problèmes de violence professionnelle. Le suivi gynéco, alors on est dans le mois d'octobre rose, hein, le dépistage du cancer du sein c'est formidable, mais bon nombre de femmes dans la précarité n'ont aucun suivi gynécologique de base. Donc on est très très loin de la mammographie régulière. Enfin, il y a toujours un risque quand il y a la précarité et qu'on est une femme d'être exposée au système de la prostitution et de basculer dans le travail du sexe. Donc oui, dans cette population de femmes précaires, il y a une augmentation de la prévalence du nombre d'hépatite B et d'hépatite C, avec une diminution de l'accès aux soins. Alors qu'en est-il par rapport à l'usage de drogue? Est-ce que les usagères de drogue sont équivalents aux usagers de drogue? Ben non. On le voit quand même quand on fréquente les structures, on n'a pas le même profil de personnes. Donc les femmes usagères de drogue sont une population particulièrement précaire. Pourquoi? Parce que sont souvent des profils qui sont lourds du point de vue toxicologique, avec un état de santé qui est plus vite dégradé, que ce soit d'un point de vue psychologique ou du point de vue physique, des trajectoires de vie encore plus chaotiques que celles des hommes, une plus grande exposition à la violence, une plus grande vulnérabilité sociale. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui se multiplient. Elles sont encore plus exposées au risque viral. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a un risque de transmission sexuelle, et notamment par rapport à l'hépatite B, avec des rapports qui sont souvent non protégés. Mais il y a également un phénomène qui met que les femmes sont en manque d'autonomie et sont souvent avec des partenaires masculins. Et il y a encore plus de partage de matériel quand on est une femme et qu'on fait des injections en présence d'un conjoint ou d'un partenaire, d'un ami ou ce qu'on veut. Donc le risque de transmission d'hépatite virale par ce matériel est encore plus important chez les femmes. Enfin, le fait d'être une femme et d'être usagère de drogue, il y a une stigmatisation majeure, encore plus importante que chez les hommes, comme si le fait d'être une femme devrait vous empêcher quand même de tomber dans l'usage de drogue, parce que quand même on est une femme, ça ne devrait pas arriver, et ça devrait encore moins arriver quand on est une mère. Alors là, être une mère et être usagère, là c'est le comble de l'horreur pour la population générale. Eh bien oui, mais ça arrive et malheureusement, cet engrenage est encore plus puissant chez elles. Enfin, nos structures, elles ne sont pas forcément... Enfin, comme quoi je m'identifie maintenant à la dictologie, les structures ne sont pas totalement, ne sont pas forcément adaptées à l'accueil des femmes, et pour ça il va falloir faire beaucoup d'améliorations. Les femmes qui sont travailleuses du sexe sont également beaucoup plus vulnérables et précaires. Il y a beaucoup de rapports non protégés demandés par les hommes. Il y a des rapports traumatiques avec une augmentation du risque de contamination et aussi une augmentation du risque de transmission de l'hépatite C s'il y a des co-infections par le VIH. Enfin, les femmes migrantes. C'est une population, il y a deux types de populations de femmes migrantes. Soit la population des femmes qui viennent avec leur famille, avec mari et enfants, où là, on va avoir des prises en charge un petit peu particulières parce que c'est des femmes qu'on ne va pas voir seules à la consultation, qu'on va voir toujours en présence d'un homme, ça va être soit un mari, soit un père, soit un protecteur, et avec une difficulté de s'exprimer, ça va passer par la traduction de l'homme. Donc là aussi, qu'est-ce qui est traduit? Est-ce que vraiment les questions sont bien posées? Et est-ce que les réponses, elles vont oser les dire?
j'ai des gros doutes là-dessus. Et après, il y a une population qui est beaucoup plus faible. On en voit quelques-unes, mais pas beaucoup. C'est la population des migrantes qui traversent seules, qui viennent d'Afrique et qui, elles, font le trajet seules. Là, c'est vrai que c'est un petit nombre de femmes. Est-ce qu'elles sont peu nombreuses à partir ou peu nombreuses à arriver? C'est la question qu'on peut se poser. Mais là, les conditions sont terribles, et notamment dans tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique. Et toutes ces femmes, elles ont eu un vécu, une vie de femme auparavant, avec des fois des césariennes, avec des fois des avortements dans leur pays de naissance. Et on sait que le risque d'hépatite C est beaucoup plus important. Et si on regarde la prévalence de l'hépatite C chez ces femmes migrantes, eh bien, elle est beaucoup plus importante que chez les hommes, c'est le double. Donc il va falloir lever les freins. Alors ça, c'est facile à dire. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer cette prise en charge des femmes? Une des premières pistes, on le sait pour les hommes et c'est vrai aussi pour les femmes, c'est les usagères pairs. Ce qui est vrai pour les hommes est le fait de pouvoir avoir ce lien avec les usagers est d'autant plus vrai avec les femmes. Une femme parle plus facilement avec d'autres femmes. Donc ça prend tout son sens avec les usagères pairs, mais pas facile de recruter des usagers pairs et encore moins des usagères. On a la chance d'en avoir une à Bordeaux, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors essayez d'avoir des temps de rencontres qui soient dédiés aux femmes, pour les femmes, avec les femmes, que ce soit pour les usagers de drogue, que ce soit pour les travailleuses du sexe. Alors ça peut être séparé, ça peut être ensemble, ça peut être communautaire, mais il faut pouvoir avoir ces temps protégés pour les femmes où elles peuvent s'exprimer en étant totalement libres. Il faut des accueils pour les mères et les enfants. Ben voilà, une mère, elle ne va pas se séparer de son enfant. Donc, si vous lui proposez des solutions sans son enfant, ben ça va être non. Et ça, comme ça me paraît tout à fait logique. Enfin, il faut favoriser l'apprentissage des langues. À partir du moment où vous êtes en présence d'un traducteur, vous n'avez pas la main sur ce qui est dit et sur ce qu'on vous dit. Donc, apprendre la langue me paraît être vraiment facile. Alors, la bonne nouvelle là-dessus, je pense que vous avez tous remarqué ça, c'est que les femmes sont beaucoup plus douées dans les langues que les hommes. Et donc, dans les couples, quand deux personnes étrangères arrivent, eh bien, c'est très souvent la femme qui apprend le plus vite et qui devient la personne de ressource par rapport à la traduction. Alors, au total, les qualités, on n'y est pas tout à fait. Il faut continuer à sensibiliser les acteurs. Il va falloir faire de la discrimination positive. Alors c'est un petit peu triste, mais oui, il va falloir favoriser la prise en charge des femmes pour arriver à cet équilibre entre les hommes et pour les femmes, parce que là vraiment on n'y est pas. Et un jour, ça va être formidable, parce que l'International Women's Day, ça sera tous les jours et on n'aura plus besoin de faire de topo sur femmes et hépatite. Je vous remercie. Merci beaucoup Juliette, tu avais dit que tu n'avais pas grand-chose à dire et en fait on voit que les femmes quand même, il y a des choses à dire dessus. Donc on va donner la parole à la salle. Avez-vous quelques questions? Ouais, tout au bout là, je vois une main levée en tout cas. Bonjour, je suis médecin addictologue sur Lyon. La question du dépistage m'intéresse et votre expérience au sein du XAPA. Et la question, elle est à Dr Alice Deschenaux, c'est ça si je ne me trompe pas. Concernant l'application, je trouve ça vraiment une très 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 bonne idée. Je voulais savoir l'application, elle appartient à qui? Est-ce qu'elle est gratuite? Et en même temps, quand le patient sort du parcours simplifié, j'imagine, ou bien, est-ce que vous avez pensé à des notifications par rapport au parcours de soins? Et on imagine que la notification arrive pour une demande d'avis gastro et tout ça. Et voilà. Oui, merci pour cette question. Donc, on a développé ce fameux parcours VHC avec l'application PandaLab. Donc, ils ont fait le développement. Donc, ce module fait partie de leurs outils qui peuvent, j'imagine, tout à fait proposer à d'autres. Évidemment, ce n'est pas gratuit.
puisque c'est une société Pandalab Pro mais donc c'est possible d'aller vers eux pour solliciter, savoir ça coûterait combien. Voyez aussi que c'est quand même un système qui marche avec donc des référents, un centre référent hépatique, la virologie. Donc c'est intéressant de se renseigner sur le prix, mais assez vite de voir si c'est possible de s'inscrire dans cet usage potentiellement avec donc des équipes de référence. Et puis bien sûr, au vu du budget, il faut aller chercher des financements à ce moment-là pour pouvoir l'utiliser. Mais le module est créé, donc oui. Et sur le système des rappels, c'est essentiellement des rappels sur le suivi de la virémie. Et de la réinfection, on n'a pas mis de choses qui allaient plus loin que ça. Après, on utilise notre dossier, c'est vrai qu'on avait fait cette application, parce que là, c'est pour la communication directement, et qui nous permet d'écrire par contre directement à l'hépatologue. On peut lui faire un mot, soit dans le dossier de la personne, soit en annexe à part, si ça ne concerne pas un patient en particulier. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Moi, j'ai une question complémentaire. Est-ce que vous avez mis en place, parce qu'il y a un truc où on est vraiment très, très, très mauvais. Bon, ok, on dépiste, très bien, on guérit, ça c'est facile. Mais c'est sur le retest. Pour les usagers qui continuent à prendre des risques, est-ce que vous avez fait un système de rappel avec le retest? Parce que penser tous les ans, ah oui, tiens, ou tous les 6 mois, il faut que pour lui, je refasse... Le rappel est celui-là, c'est de pouvoir refaire une virémie, du coup. D'accord, même après la guérison. Oui, c'est ça, à tous les ans, il y a un rappel. Ça, c'est voilà. très pratique. Alors, c'est tous les ans, donc après, normalement, il faut l'ajuster un peu plus selon le niveau de pratique à risque. Hein, mais bon, il y a cette base quand même qui est déjà pas rien comme type de rappel, effectivement. Merci. D'autres questions dans la salle? Devant, Pascal. Bonjour, c'est une question pour Juliette. Est-ce que tu as l'impression que la question du tatouage, est-ce qu'elle sort on en a beaucoup parlé dans l'hépatite C comme un mode de transmission. Le tatouage et les femmes migrantes, c'est quelque chose de particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression dans ton expérience que le tatouage des femmes... est-ce que le tatouage est genré ? Alors, d'abord, j'ai été très étonnée parce que j'ai entendu parler il y a très peu de jours, il y a des chiffres qui sont sortis sur la population française, là, 50% de tatouages. Là, j'avoue que ça m'a un peu scotché. Donc, ça veut dire qu'il faut donc dépister 50%, puisque c'est un facteur de risque, hein, on est bien d'accord. Et il faut absolument, quand on a fait un tatouage, faire un dépistage des hépatites virales. Je pense qu'on n'y est pas. Je n'ai pas de l'expérience de quelque chose de genré par rapport au tatouage. Dans tout ce qui est la précarité, il y a en gros tellement de facteurs de risque confondants que de toute façon, c'est assez difficile dans les populations particulières de savoir quelle va être exactement... il n'y a pas un seul facteur, il y a toutes les vulnérabilités. Donc, il y a la précarité, il y a les antécédents, il y a les usages de toxiques, il y a tout ça. Et en plus, il y a le tatouage. Donc, je ne suis pas sûre que le seul tatouage soit un facteur, mais c'en est un parmi d'autres. Parce que c'est difficile hein, pour l'avoir fait le jour de la journée mondiale, le 28, en plein été, d'aller sur des plages en disant « Bonjour, vous êtes tatoué, je le vois, faites-vous dépister ». On se fait jeter, clairement. Hein. Les gens ne sont pas sur une plage pour t'emmerder en leur disant qu'ils ont pris un risque. Alors, je pense que là, sur le dépistage, c'est pas simple. Il y a des grosses actions à faire. Nous, on l'a fait pendant un temps chez les jeunes. C'était chez les jeunes collégiens et lycéens, où moi, j'avais récupéré chez des tatoueurs du matériel pour expliquer ce que c'était qu'un tatouage bien fait. Voilà, au moins, quoi. En leur expliquant que quand c'est à l'arrière d'une camionnette sur la plage de Lacanau, ça ne peut pas être bien fait. Il y a des questions en haut. Juste un petit commentaire sur sur Perpignan, par exemple, il y a un gros salon, le salon des tatous, et ça, c'est vraiment une perspective pour aller dépister. C'est vrai que nous, on devait intervenir, parce qu'il y a plein de stands, et il nous avait permis de poser notre unité mobile, et malheureusement, il y a eu le Covid, et du coup, l'action est tombée à l'eau, mais on aurait pu avoir aussi quelques chiffres pour voir
C'est intéressant, ouais. Et par contre, ce qui est assez rassurant aussi, c'est que les tatoueurs ne sont pas du tout frileux par rapport à ça. Au contraire, parce que les tatoueurs qui, eux, utilisent du vrai matériel et qui s'enquiquinent à le stériliser, tout ça, ils ont envie de le faire savoir. Donc, ils sont très, très partants pour des campagnes et pour expliquer. Toutes les manières, ils doivent être agréés par l'Agence régionale de santé pour ouvrir maintenant un salon de tatoueurs perceurs. Depuis 2009, je crois. Donc tous les tatouages logiquement faits dans les centres agréés doivent être clean depuis 2009. Après, c'est tous ceux qu'il y a eu avant. Là, on peut aller en population générale. Il en reste 2-3 aussi sur le marché, dans le camion à côté. Voilà. Bref. Oui, bonjour. Nathalie Hubert, médecin addictologue en Alsace. Une question pour les pathologues. Que pourriez-vous me conseiller de répondre à un hépatologue qui refuse de débuter un traitement antiviral chez un patient présentant un trouble de l'usage de l'alcool encore bien actif ou une patiente? La première des choses que je vous dirais, c'est changer d'hépatologue. Si vous ne pouvez pas, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas vous-même? Est-ce que votre patient est dans un parcours simplifié ou pas? Parce que s'il est dans un parcours simplifié, vous pouvez vous lancer. Voilà. C'est fait pour. C'est simple. On a l'impression de se dire voilà, le traitement de l'hépatite C parce qu'on garde en mémoire tout ce qui était avant. Mais il faut être honnête en tant que médecin, un comprimé par jour pendant 3 mois ou 3 comprimés par jour pendant 8 semaines, on a fait plus compliqué. Hein. C'est facile, c'est simple, il y a plein d'outils. Donc lancez-vous. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de l'hépatologue. Après, j'espère qu'il y en a de moins en moins des comme ça. Si, de moins en moins, bien sûr. Non, on est très embêtés avec le critère alcool sur le parcours simplifié. Enfin, c'est un constat, je pense qu'on est tous. Et donc, en XAPA, moi, je pense qu'on n'a pas traité un seul qui ne buvait pas. Donc, peut-être, ce qui peut être intéressant des fois d'entendre, c'est d'avoir des hépatologues qui peuvent nous rassurer sur le fait que quand on dit ça, bon, déjà la première chose, si on n'a pas pu évaluer la fibrose, ça peut être peut-être un peu embêtant. Mais si on a une évaluation de la fibrose et qu'on a un patient à dispo qui vient chez nous, autant en profiter en fait et pas effectivement craindre ce facteur alcool outre mesure. Parce que c'est en fait ça l'enjeu pour nous, c'est qu'on a dans ce parcours simplifié c'est alcool sans critère de sévérité, sans explication de pourquoi finalement on l'a mis là. Et du coup on ne se sent pas légitime et on envoie vers les pathologues à cause de ça. Bon, moi je vous dis en pratique, nous on les traite. Hein, mais... Il y a une question derrière Nathalie. Bonjour. J'ai la voix un peu cassée, désolée. Nous venons de Bruxelles et j'avais juste envie de partager un peu notre expérience qui est très 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 différente de vos réalités à vous, puisque j'entends que dans le parcours simplifié, vous allez jusqu'à envisager de standardiser la prescription via des infirmiers. Dans notre cas, les patients doivent encore se rendre dans un hôpital pour voir un hépatologue, pour avoir le traitement pour l'hépatite C. Donc on est vraiment loin de vos réalités. C'est un énorme obstacle évidemment à l'accès au traitement, particulièrement hors de Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, on a la chance d'avoir une équipe avec un setup qui fait de l'outreach, qui va à la rencontre des usagers dans les lieux où ils se trouvent, avec tout le matériel de dépistage et de mise au point. Et puis, notre équipe fait un gros travail d'accompagnement mobile vers l'hôpital. On a la chance d'avoir une collègue hépatologue, du coup, et des plages de consultation qui peuvent être accessibles très rapidement parce qu'on sait que la question du délai est très importante. Néanmoins, en dehors de Bruxelles, quand il n'y a pas des équipes mobiles comme ça qui peuvent vraiment accompagner physiquement les personnes vers l'hôpital, c'est vraiment très compliqué. On perd énormément de patients entre le dépistage et le traitement. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en vrai, on y trouve quand même un avantage parce que, de par cette obligation de passer par l'hôpital, on se rend compte qu'in fine, quand le patient est parvenu à faire son traitement pour l'hépatite C, à guérir de l'hépatite C, eh bien, on a pu mettre en place des expériences positives, je veux dire. Enfin,
ils réexpérimentent autrement le rapport à l'hôpital, au système de soins. Ils acquièrent à nouveau des outils pour pouvoir finalement après prendre en charge d'autres problèmes de santé dans les structures hospitalières avec notre accompagnement et même sans notre accompagnement parce que voilà, ils ont réexpérimenté que l'accès aux soins c'était possible et ça pouvait être autre chose que violent, que ça pouvait être positif. Enfin voilà. Et donc c'est un gros obstacle, mais il y a des points positifs aussi dans Juste un commentaire. Là où je suis tout à fait... Enfin, c'est en effet malheureux qu'il y a un frein pour aller avoir accès au traitement. En revanche, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que dans notre expérience, les patients qui arrivent jusqu'à nous se rendent compte qu'il peut y avoir l'hôpital, des fois, c'est pas si terrible que ça. Alors après, c'est dans le cadre de consultations priorisées, avec du temps dédié, où ils arrivent un peu à l'heure qu'ils veulent. Enfin bon, c'est vrai que c'est un parcours un petit peu particulier, mais on se rend compte que ceux qui sont rentrés dans ce parcours, ils restent. Et ça, c'est le meilleur moyen de se dire qu'en définitive, c'est pas si catastrophique que ça. C'est que pour ce qui est de l'hépatite B, où il faut qu'il y ait un suivi, eh bien nous, dans notre consultation 1 an après, il y a plus de 80% des gens qui reviennent en consultation. Donc c'est là où je partage votre avis sur le fait que ça peut être aussi se rendre compte que l'hôpital, c'est pas forcément aussi pourri que ça. Oui, et on constate qu'énormément de personnes ensuite vont se dire tiens, maintenant je m'occuperai bien de mes dents, je ferai bien un bilan cardiaque ou prennent en charge voilà, du coup d'autres problèmes de santé chroniques ou pas. Et donc ça c'est des vraies victoires aussi. Merci. Il y avait d'autres questions avant de conclure? Peut-être une question juste pour Hakim, juste pour finir. En fait, toi, tu es presque un infirmier en pratique avancée sans avoir le diplôme, un peu. Oui, ben, c'est vrai que j'avais ce projet de faire infirmier, enfin le projet est déjà écrit, sauf que en le construisant, tu te rends compte que même avec le master d'infirmier de pratique avancée en hépatologie, tu ne peux pas aller jusqu'à la prescription du traitement. Et donc c'est le protocole local qui nous a permis d'accéder à cela avec une formation spécifique. Hein. C'est pas j'ai été un peu vite aussi dans la présentation, mais c'est pas uniquement infirmier 3 ans en service expert. Il y a une formation théorique, une formation pratique. Mais en tout cas, ouais, ça a permis d'être une réponse. Donc en fait, il ne faut pas se priver d'avoir des idées pour innover. Il y a des choses qui avancent, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, mais il ne faut pas hésiter. On le voit dans toutes les expériences qu'il y a eu aujourd'hui. On a des idées, on a tous des idées. Des fois, il y a des freins. Il faut surmonter ces freins, aller espérer, contacter. Et là, vous avez développé des choses au niveau locaux. Et c'est des choses qui après peuvent s'élargir. Et puis il y a plein de process. Il y a les articles 51 qui peuvent permettre des fois d'expérimenter sur le local. Il y a des protocoles locaux avec les agences régionales de santé. Et il ne faut pas hésiter. Il faut innover. Je pense qu'on a tous de l'innovation en nous. On a envie que les choses elles bougent, elles avancent. Et je pense qu'il faut oser en fait. C'est tout. Et peut-être rajouter quelque chose. Alors, je crois que depuis plusieurs années, pour l'hépatite, on a tous les outils possibles. On a vu les TROD, le FibroScan, le Buvard, le Gène Expert. On a les hépatologues qui viennent. Mais, et on a vu là, Alice, Hakim et Juliette, ils sont très mobilisés. Ils ont mis en place des process pour aller vers, pour adapter. Et je pense qu'il faut qu'on a un gros challenge maintenant. C'est que maintenant, avec tous ces outils et l'accès qu'on peut avoir à ces outils, il faut qu'on réfléchisse avec la conjoncture actuelle, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Dans nos structures, c'est complexe. On a une population complexe. Le thème du symposium, c'était la précarité. La précarité va augmenter, elle augmente. On est dans l'extrême précarité. Comment on adapte nos dispositifs à cette extrême précarité? Et au niveau des structures, on a aussi une conjoncture particulière à laquelle il faut qu'on s'adapte. On a un turnover important au niveau des professionnels. Donc ça veut dire que
les TROD, on ne peut pas reformer continuellement les gens. Donc, comment on adapte tous ces outils qu'on a tout en gardant une qualité dans le parcours de soins. Et je pense que ça va être un véritable défi. Et je pense qu'on est tous mobilisés pour pouvoir y arriver tous ensemble. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que l'hépatite, ce soit un peu le parent pauvre dès que ça passe. Non, on a vraiment un rôle à jouer dans cette population qui est très précaire. Merci. S'il y a d'autres interventions, alors je vous propose de clôturer et d'aller nous restaurer. Merci à tous, merci à Gilead pour ce symposium. Merci à tous les intervenants.